toujours des amis. On attend Laurent et bien sûr, moi j'ai déjà compris qu'est-ce qu'on va voir parce que c'est marqué réplique de tout tableau Trubetskoy. Et voilà, j'ai deviné déjà. Merci beaucoup pour cette petite pause. Merci, c'est bien. Donc, je m'arrive en retard, t'appelles ça une pause. Ah, c'est génial, j'aime bien ça. Oui, Bon, t'as je déjà pose, deviné. oui, j'ai Ouais, deviné. voilà. Ça va être très intéressant. J'ai jamais découvrir pour moi cette là. On y va? On y va. Allez, hop. De l'autre côté. Bonjour Vincent. Natalia, enchantée. Bonjour Vincent. Bonjour Laurent, bienvenue. Merci. Alors, voilà la fameuse galerie Trubetskoy. Exactement, la Natalia. fameuse galerie Je vois Trubetskoy. déjà beaucoup de choses magnifiques. Et oui, qui sont Et, dans les musées. oui, et bien sûr, j'ai des questions, c'est qui? Ah, c'est qui? Parce qu'on ne connaît pas tous. Non. C'est impressionnant. Alors, moi, je voudrais c'est que l'on parle, Vincent, de la genèse de la galerie Trubetskoy, Tout à qui a fait. été créée par Alors, la galerie a été créée par Igor Trubetskoy, Igor Trubetskoy, qui venait de Exactement. Russie. qui venait de Russie, tout à fait. Vous êtes un peu chez vous ici. Et qui était homme d'affaires, peintre, collectionneur aussi. En 1976, Igor avait deux fils. Un d'entre eux était photographe et il a ramené d'Angleterre une presse thermocollante et il ne savait pas trop quoi faire avec. Donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet objet qu'il avait acquis hein Ouais. Et il avait lui-même un certain nombre de tableaux originaux et ils ont eu l'idée de se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la photo, la presse pour essayer de faire des répliques de tableaux originaux? À la base, le procédé a été inventé pour répliquer des tableaux originaux, des tableaux de sa propre collection. Ils ont mis le procédé au point, ils se sont aperçus que ça fonctionnait plutôt pas mal, et ils ont décidé en 78 d'ouvrir une galerie, donc au 1 avenue de Messine. La galerie n'a pas bougé depuis 48 ans. Le procédé a mis quelques années à mettre au point, la galerie a été un peu soutenue par Igor Trubetskoy. Au bout de quelques années, c'est son fils, Arnaud-Marie de Trubetskoy, qui a repris la boutique, qui a finalisé la mise au point du procédé, qui a mis quelques années à se perfectionner. Il a fallu tout inventer de A à Z pour obtenir le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Et à partir des années 80, le procédé est arrivé à maturité et on a eu assez rapidement du succès, aussi bien chez les particuliers que chez les professionnels. On travaille énormément avec les professionnels parce qu'on a la possibilité de faire des tableaux totalement sur mesure, quoi. Vous nous montrez ça? Mais bien sûr, On je y va? vous montre avec grand plaisir. Vincent, est-ce que vous pouvez raconter comment vous faites les tableaux des grands peintres français? Alors, on part tout d'abord d'un fichier photographique en très haute définition. Donc, il nous faut une belle photo du tableau. Il y a tout un travail au niveau de la photo qui se fait avant sur ordinateur, au niveau des couleurs. C'est une étape très importante. C'est pour ça que vous avez Voilà, entre un autres. appareil exprès. Exactement. Donc, on a une imprimante professionnelle. Mhm. Donc, une fois qu'on a bien préparé le tirage, ce qui est un travail assez conséquent, notamment quand on fait des originaux, il y a tout un travail de comparaison entre les couleurs de l'original et les couleurs de notre tableau. Une fois qu'on a un bon fichier, qu'on a bien travaillé, on fait un tirage à l'échelle réelle. Ensuite, on a mis un procédé au point pour imprégner l'image sur une toile de lin du commerce, une toile de lin de peintre. Et à partir de cette base, tout est intégralement repeint sur la toile. Donc en fait, on ne repeint pas des photos parce qu'il y a quand même énormément de travail avant. C'est pas juste une impression sur toile, hein, sinon ce serait un peu facile. Et à partir de là, on repeint tout intégralement à la main. Ça nous permet de gagner du temps, d'aller droit au but, de minimiser les erreurs et surtout d'obtenir le résultat attendu. Ça marche à tous les coups, quoi. C'est intelligent.
C'est superbe. Et alors, donc, par exemple, ce Gauguin, Mhm. donc il y a une impression avant C'est ça. et vous repeignez complètement sur l'impression C'est elle-même. ça, exactement. Donc il y a tout un travail sur le fichier qui se fait Oui, avant au niveau oui, des couleurs. oui, Ça, c'est très important parce que si vous prenez un tableau, vous regardez sur Internet, vous avez 5 différents, c'est 5 fois un tableau différent. Donc si on a accès à l'original, on va voir le tableau original. Si on n'a pas accès au tableau original, on se met d'accord avec le client au préalable sur quelle tonalité on veut, que les couleurs soient belles, soient crédibles, elles aient l'air un peu anciennes. Une fois qu'on a tout le fichier coloré avec les tirages, il y a tout un procédé d'imprégnation. Donc c'est un procédé qu'on a mis au point qui se fait au sous-sol, où on part d'un fichier, on l'imprègne sur une toile de lin. L'idée, c'est de travailler, comme on peut le voir ici, sur une vraie toile de lin du commerce oui, et non oui. pas sur un canvas synthétique. Mhm. Et, et ça nous permet aussi de garder le grain de la toile. Donc vraiment, on a une toile avec la photo dessus, mais c'est plus une photo, c'est vraiment déjà une toile, hein, quasiment, quoi. Nous, ensuite, c'est tout notre travail consiste à en faire un vrai tableau en bonne et due forme, avec la matière, avec les couleurs, et la vie un peu, quoi. Alors, la seule chose, c'est que quand vous passez dessus, évidemment, les traits ils disparaissent. Donc, C'est il ça, faut les avoir bien en tête. c'est ça, Et il faut savoir comment peigner l'artiste, son style, c'est sa ça, façon de procéder. c'est ça. De toute manière, quand on fait une réplique, il faut avoir compris ce que fait le peintre, comment il peignait, pour essayer de retrouver un peu le plaisir de la matière. Nous, on raisonne beaucoup, d'une part en termes de couleur, mais la partie couleur, elle se fait plus en amont, en pré-production, sur informatique, au niveau des couleurs, des tirages. Quand le tableau est prêt à être peint, on est vraiment sur des problématiques de matière. Il faut que le tableau soit vivant, il faut qu'il y ait un peu à manger, comme on dit sur la toile. Oui, Il faut qu'on retrouve les coups de pinceau, il faut qu'on retrouve la vie, et enfin, il oui, faut que ce soit un peu vivant, quoi. oui, oui. Donc c'est vrai que les couleurs, c'est plutôt avant. Une fois que le tableau est prêt, enfin que le tableau est prêt à être peint, on est plus sur des problématiques de matière, de coups de pinceau, de vie. Et c'est à cette étape-là, effectivement, qu'il faut se mettre un petit peu dans la place du peintre, retrouver le geste, Eh oui, retrouver le rythme du tableau original, et que ouais, ce soit un peu sexy au final, quoi. ouais, ouais. Et comment vous cherchez information pour chaque... On connaît un peu la technique des peintres. C'est toujours plus facile quand les peintres peignaient selon les règles du métier, hein. Mhm. À partir des années 50, certains peintres se sont un peu éloignés du métier. Plus on s'éloigne du métier, plus pour nous, c'est un petit peu un casse-tête. Plus on est obligé un peu de ruser, quoi. Les tableaux, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, étaient tous peints selon les règles du métier. Les règles du métier, on les connaît. Donc, on sait comment ils peignaient. Déjà, ça, c'est réglé parce qu'on connaît notre métier. Maintenant, il s'agit d'essayer de retrouver la texture du tableau, la matière, le coup de patte. On est plus un peu sur une question de souplesse du poignet que de technique à proprement parler. La technique, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours un peu la même, hein. Mhm. La peinture à l'huile, elle obéit Ouais, à des ouais, contraintes techniques qu'on ouais. peut difficilement esquiver, hein. Mhm. Et par rapport à celle-ci, c'est quoi les règles? C'est quoi le petit tâche qui Alors, peut raconter? Gauguin, quand il était à Tahiti, il peignait sur des grosses toiles, des toiles de jute. C'est ce qui participe vraiment à... Et donc déjà, on a la grosse toile, et c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup en matière. C'est-à-dire, si vous regardez les tableaux de Gauguin, tout le tableau est très matiéré, on peut déjà quasiment le reconnaître à la texture, quasiment déjà, hein. Donc nous, notre boulot, ça consiste à essayer de retrouver une texture uniforme. C'est-à-dire que le tableau en entier soit cohérent, qu'on ait vraiment de la peinture partout, qu'on ait des coups de pinceau dans les lumières, parce que généralement, on met des empattements dans les lumières, on évite d'empâter les ombres, en général. Donc, on essaie de retrouver les empattements dans les lumières, les coups de pinceau sur les fruits qui font... Ce qu'on cherche un petit peu en peinture, c'est la petite gourmandise. Les peintres, souvent, ils travaillent leur tableau comme avec une forme d'unité. Donc, ils construisent leur tableau un peu le côté Ouais. gros œuvre. Une fois que le tableau est posé, bah, ils vont chercher la petite lumière, le petit coup de pinceau qui va vraiment... Petite cerise. voilà, la petite cerise sur le gâteau, ce que nous on appelle la petite gourmandise. Mhm. Donc, on travaille le tableau dans son ensemble, on essaye de faire en sorte que le tableau soit cohérent, qu'il soit bien matiéré partout, qu'il ait déjà une forme de solidité picturale, hein, que l'objet, c'est important la dimension d'objet, hein, quand on fait des répliques, hein. On fait un beau tableau, mais le tableau, il est considéré comme un objet à part entière et pas juste comme une image peinte, quoi. Oui, Une fois que l'objet est cohérent, solide, on va chercher la petite touche,
Généralement, c'est comme un match de tennis, hein, ça se joue sur 3-4 points pour Mhm. gagner le match, hein. Mhm. Donc, une fois que le tableau est fait, on va vraiment chercher euh, ce qui va rendre le tableau particulièrement attrayant, ce qui va donner envie, d'une part, de le toucher. On a le droit. Nous, hein, chez nous, c'est l'avantage, c'est qu'on peut le toucher. Ce qui donne envie de le toucher, ce qui donne envie de le mettre chez soi. Euh, voilà. La matière, c'est très important pour nous. Le temps, faut combien de temps pour réaliser une œuvre comme ça? Alors ça dépend, hein. Il faut compter à peu près, ça se compte en jours. C'est pas un très grand tableau, dans la mesure où on a gagné un peu de temps sur la mise en place, sur le dessin, parce qu'on part d'une base photographique. C'est pas une photo, mais c'est une base Mhm. photographique. Donc sachant qu'on part d'une base, il faut compter à peu près 3-4 jours pour faire ce tableau-là à peu près, quoi. Mm. Ça dépend du peintre, ça dépend de. Oui, Ce sont des et de délais la qui sont taille. raisonnables, hein. Oui. Mhm. Vincent, je crois que vous avez une anecdote à nous raconter. Oui, à propos de Monet, une Tout à très fait. belle anecdote. Une très belle anecdote. Monet avait son atelier à Giverny, comme tout le monde le sait, c'était sa dernière maison. Et il avait un énorme fonds d'atelier lorsqu'il est décédé. Sa maison était remplie de tableaux originaux qui ont été dispersés, évidemment, après sa mort. Et quand ils ont refait l'atelier Monet à Giverny, ils ont eu l'idée de recréer l'atelier tel qu'il était Sur à la la fin, photo. sur Ouais. la photo d'origine Ouais. qu'on a de 1917, l'atelier d'origine. Du coup, ils ont identifié qu'il y avait à peu près plus de 70 tableaux de Monet qui étaient dans l'atelier à son décès, tous accrochés, Ouais. et on les a tous refaits. Waouh. Ça veut dire que si vous allez à l'atelier Giverny à Monet, vous avez le jardin magnifique et vous avez son grand atelier rempli de tableaux. Tous ces tableaux-là, ce sont des répliques que nous avons faites pour l'atelier Giverny. Incroyable. Et on y croit, hein. C'est tout à fait à l'image de ce qu'on fait, hein. Nos tableaux ressemblent vraiment à des originaux, c'est ça qu'on vend, quoi. Et alors, vous vieillissez aussi le gravé? Exactement, on les Ouais. patine un petit peu. C'est très important. Quand on finit un tableau, il vient d'être peint, il est frais. Éventuellement, ça ressemble à un tableau qui sort de restauration. Si on met une réplique Trubetskoy au milieu de tableaux originaux, et c'est fréquemment le cas, moi-même, je me suis déjà fait avoir chez une cliente, très bonne cliente à nous, ancienne, donc je vais chez elle pour voir un tableau, je ne sais plus quelle occasion, et j'ai passé 10 minutes à m'extasier devant un tableau que je trouvais très beau. Elle vient me voir, elle me dit, mais oui, c'est vous qui l'avez fait, quoi. En J'arrive plus. derrière, j'étais là, ah, mais Non. non, c'est nous qui l'avions fait. L'idée, c'est pas notre travail qu'on admirait en l'occurrence. Ce qui était admirable, c'est que notre travail s'est totalement fait oublier, quoi. Quel meilleur emplacement pour des indiscrétions, Vincent? N'est-ce pas? Un indiscret pour des indiscrétions. Allons-y, soyons indiscrets. Natalia, Vincent, qu'est-ce qui vous touche le plus dans votre art? Ce qui me touche de plus dans mon art, ici à la galerie, c'est tout ce qui touche à la matière et à la couleur. Comme on est libéré des affres de la création, est-ce que c'est intéressant ce que je fais? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça vaut le coup? Euh, on est 100% concentré sur, comme je disais tout à l'heure, la matière, le tableau, la petite gourmandise, le petit coup de patte. Ce qui me touche le plus dans mon art, c'est qu'on travaille la peinture pour elle-même. On est un peu libéré de la tyrannie de l'image. Et comment est née cette passion de l'art? Alors, elle est née avec moi, hein. J'ai toujours eu une petite facilité pour le dessin. Ça a toujours été relativement facile pour moi. On est quand même très nombreux à avoir des facilités. La différence se fait que après mon baccalauréat, j'ai décidé de devenir professionnel, d'exploiter cette petite facilité que j'avais pour en faire quelque chose, quoi. et vous êtes tombé dedans ou il y a eu des personnes dans votre famille qui avaient un côté un peu artistique? Alors, il n'y a pas d'artiste dans ma famille, mais mon père est un grand amateur de tableaux. Ah, quand Dans même, sa maison, d'accord, donc ouais. vous êtes tombé dedans. Oui, quand D'accord. même. Ouais. Il y a toujours eu énormément de tableaux au mur, notamment chez mon père. Les tableaux sont vraiment cadre contre cadre. Il doit y avoir à peu près 120 tableaux accrochés dans la maison. C'est un petit peu étouffant, mais quand on aime la peinture, on se régale, hein. Comment est-ce que vous voyez évoluer les choses? Comment vous voyez évoluer l'art de la peinture? Fin 19e, début 20e, quand la photographie a été inventée, puis ensuite mise au point et qu'elle a commencé un peu à se démocratiser, beaucoup d'esprits chagrins ont dit la peinture est morte. Oui. Pourquoi peindre alors qu'on peut faire un cliché rigoureusement exact? La peinture n'est pas morte, la preuve. Au contraire, je pense que l'invention de la photographie a permis à la peinture de se libérer Mhm, de son obligation un peu documentaire. mhm. Euh,
Donc, à l'époque, on peignait des tableaux photoréalistes, qui demandent quand même un savoir-faire très Oui, conséquent, impressionnant. Ouais. très impressionnant. Ouais. À l'époque, la peinture était un travail d'artisanat, quoi. L'artiste n'existait pas vraiment en tant que tel, quoi. Les tableaux n'étaient pas toujours signés. C'était souvent des ateliers, l'atelier de Rembrandt, l'atelier de Manet. Non, Manet, c'est déjà plus récent, quoi. L'atelier de Rembrandt, par exemple, on ne sait pas très bien qui a peint quoi, quoi. Et c'était pas très important, finalement. Le maître peignait le visage et les élèves faisaient tout le reste, hein. La photographie a permis à la peinture de se libérer un peu de cette obligation photoréaliste. Mhm. Les peintres, du coup, ont pu se permettre de sortir un peu de ce carcan photoréaliste qui nécessitait un grand savoir-faire, mais dont le but est simplement de faire un tableau photoréaliste pour justement explorer la peinture de manière un peu plus libre. D'où les impressionnistes, par D'où les exemple. impressionnistes. D'accord. Ils se sont aperçus, on le savait déjà, mais ils se sont aperçus, c'est la première fois qu'ils ont eu, entre guillemets, ils se sont donné l'autorisation de travailler la peinture pour ce qu'elle est, et Mhm. non pas pour ce qu'elle peut faire. Jusqu'à ce qu'on invente la photographie, jusqu'à peu près fin 19e, les artistes passaient leur temps à essayer de contraindre la peinture à l'huile pour qu'elle fasse exactement ce qu'ils voulaient qu'elle fasse. À partir du 19e, justement, depuis que la photo a libéré un peu les peintres, ils se sont mis à travailler la peinture pour ce qu'elle pouvait faire en soi. Mhm. On s'aperçoit que la peinture, si on empâte, elle a une logique qui n'appartient qu'à elle. Une logique qui n'est pas photoréaliste, quoi. On était encore dans le métier, dans un format assez contraint, c'est une toile, il faut mettre un cadre, ça s'accroche sur un mur, on est quand même tout à fait dans le métier. À partir des années, des avant-gardes des années 50-60, on s'est carrément libéré de l'obligation de faire un tableau. Il y a 1000 manières de peindre sans faire forcément un objet tableau, quoi. Donc évidemment, ça a amené un certain nombre de choses un peu étranges, hein, Et demain, justement, c'est ça la question. Et demain. demain. La grande nouveauté de l'art d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. On s'aperçoit, c'est là qu'on voit bien la différence entre l'image Mhm. et le tableau. Une image peut être générée par un ordinateur presque aussi bien que Oui. si on le faisait nous-mêmes, hein. Oui. Parce que finalement, l'IA opère exactement comme nous, quoi. Si vous me demandez de faire un tableau quelconque, je vais forcément me baser sur tout ce qui a été fait dans le passé. Mhm. Tous les tableaux que j'ai vus, je les connais, je les intègre, et quand je recrée une image, je ne peux pas m'éloigner de ce qui a déjà été fait. Inconsciemment, je n'y coupe pas, quoi. L'IA fait rigoureusement la même chose. Elle prend les tableaux qui ont déjà été faits et elle en fait un nouveau. Alors, c'est pas d'une grande créativité, certes, mais l'image est crédible. Donc, l'IA a libéré un peu les peintres du carcan, cette fois-ci non plus du tableau, non plus du photoréalisme, mais a libéré les peintres du carcan de l'image. N'importe qui, avec un prompt, peut faire une image originale. Ça veut dire que demain, si on veut créer finalement un nouveau tableau de Léonard de Vinci, l'intelligence artificielle va tout nous prendre et va nous ressortir une création. Alors, pour un spécialiste, ça ne tient pas la route. Ouais. Pour un néophyte, ça tient Oui, la route, bien hein. sûr. C'est assez bluffant, hein. L'IA procède exactement comme nous, en fait, hein. Faut pas croire qu'elle crée des choses ex nihilo, elle fait comme nous. Elle prend des références, elle essaye de faire un mix de tout ce qui a été fait pour faire un nouvel arrangement. Très peu créatif, aucune nouveauté, il n'empêche que ça tient la route. On se retrouve au fait que l'image perd un peu de son aura. Mhm. Tout est une question d'aura, hein, dans l'art, hein, même dans l'art contemporain, hein. Mhm. L'aura de l'art contemporain, même si l'objet a l'air un peu péniblement nul, l'aura de l'art contemporain, c'est l'institution, c'est la galerie, c'est le spécialiste. L'art a besoin qu'on lui crée une aura. Donc aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est l'image qui perd un peu de son aura. Ça veut dire que si je vous montre une photo sur mon téléphone d'un tableau, vous allez vous demander, est-ce que c'est un humain qui l'a faite ou est-ce que c'est une machine? Alors un spécialiste saura peut-être voir dans certains détails, la machine se trahira, mais globalement, on peut s'y tromper. Donc comme on a un peu perdu l'aura de l'image, l'aura, elle va se reporter sur, je pense en tout cas qu'on va revenir un petit peu plus sur le métier et sur non pas le tableau image, mais le tableau objet. Ça veut dire que l'intelligence artificielle, elle fait des images qui sont crédibles. Au premier coup d'œil, ça passe.
Même moi, je me dis oui, au premier coup d'œil, ça fait le job, hein. Quand on rentre dans le détail, ça marche plus. Et je pense que l'avenir va pas reposer sur l'image, l'avenir va reposer sur l'objet. Les gens auront envie d'avoir des vrais tableaux, avec une certaine matière, avec une vie, qu'on sente le geste humain, quoi. Alors, Natalia, je te présente Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas. Bonjour, Écoute, très heureux de te Laurent. revoir. Bonjour Natalia. Voilà. Bienvenue à Caillebotte. Nous sommes, je ne vais pas dire un peu chez toi, mais c'est toi qui as quand même sauvé cette propriété. Tu vas nous faire découvrir avec un grand plaisir. Alors pas Tu tout nous parlais seul, de Caillebotte. attention, pas tout seul, Bien avec sûr. toute une municipalité, avec mon épouse qui la dirige aujourd'hui, qui a tout pensé, conçu. Moi, je n'ai fait qu'être un peu le facilitateur. Le chef Mais enfin, d'orchestre. c'est un travail de près de 30 ans. Eh bien. Donc, 30 ans de rénovation, petit à petit, pas à pas, avec un projet d'ensemble. Et aujourd'hui, c'est la première destination touristique de l'Essonne. Ah, bravo. Et nous espérons en faire une des principales destinations impressionnistes de France. Après cette vidéo, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup des gens qui vont avoir envie de venir ici parce qu'ici, il y a tout, je crois. Le jardin, la maison de Caillebotte. Caillebotte, pardon. Petit jardin pour les enfants où ils peuvent faire les jeux, je ne sais pas tout, faire le pique-nique. On peut passer une très belle journée ici, Ouais. sincèrement. Et pendant l'été, et puis toute l'année, c'est vraiment un bel endroit. Bon, tu nous fais découvrir? On te Eh bien suit. alors. Allez. Nicolas, est-ce que vous pouvez parler, pour commencer, de l'histoire de maison de Caillebotte et de son importance dans l'art français? Écoutez, ici, vous êtes dans une maison très, très originale, parce qu'elle était d'abord, c'était un domaine hérité du fief de Budé, Guillaume Budé, qui est ici. Et puis, ça a été racheté, je fais bref, par un restaurateur fameux de Paris, le Rocher de Cancale, Pierre-Frédéric Borel, qui en a fait sa folie pour inviter ses amis à bien dîner, bien manger le week-end. On n'était pas loin de Paris. Et il l'a reconstitué, ce domaine, en une villa italienne, palladienne. Donc pourquoi cette architecture extérieure blanche, ces colonnades, cet exèdre avec les philosophes grecs il a tout reconstitué et c'est devenu une maison, en fait, pour inviter à déjeuner, à dîner. Il est l'auteur de traités de restauration, de cours de cuisine. Et puis ensuite, ça a été vendu à sa faillite en 1843 à la veuve d'un orfèvre de Napoléon, d'un grand fournisseur de Napoléon, grand orfèvre Biennet, la veuve Biennet, qui a vécu ici de 1843 à 1860. Et puis elle a vendu, ou ses héritiers plus exactement ont vendu, au fameux père de Gustave Caillebotte, Martial Caillebotte, qui est ici. C'était Et- impressionniste et Alors, c'est son fils. il a fait mécénat. Oui, alors attention, 2 secondes, vous allez trop vite. C'est le papa de Gustave Caillebotte qui a acheté cette maison, qui était un homme très riche. Et il est ici, il a acheté cette maison, c'est sa troisième femme, Madame Dauphren, Mademoiselle Dauphren. Et ils ont eu 3 enfants. Il y en avait un premier qui était Alfred, qui a été curé d'une paroisse à Paris. Le fameux Gustave, qui sera le grand peintre que nous connaissons impressionniste. Et puis René, qui est mort très jeune, et Martial. Et en fait, si vous voulez, ici, ils ont acheté cette maison en 1860. C'était un remariage. C'était une famille recomposée, déjà à l'époque. Et ce furent des années de bonheur. 1860, Gustave Caillebotte a 12 ans. Quand il arrive, c'est une maison de vacances, c'est une maison de week-end. Ils vivent à Paris, dans le Paris d'Haussmann. Et puis Gustave commence la peinture ici. Il a fait son apprentissage de peintre, de grand peintre ici. Et il va rester jusqu'à l'âge de 31 ans. C'est-à-dire qu'il a peint ici 89 toiles, qui sont aujourd'hui dans les plus grands musées du monde. Et il a ici, d'abord, il a le joie de la jeunesse, de la découverte, et puis il a l'apprentissage de la peinture, de la lumière. Il a été un des grands artistes, mais il était aussi, ici, il a beaucoup reçu Monet, qui avait une maison pas loin à Montjon, Manet, il a peint sur la rivière, fameux tableau qui vient d'être racheté par le musée d'Orsay. Bref, il a à la fois fait son apprentissage, et puis il a eu un goût très sûr, puisqu'il était très riche par son père, il n'a jamais travaillé, et donc il a aidé ses amis peintres qui, à l'époque, crevaient la faim. C'est Monet, c'est tous les impressionnistes. C'est une histoire incroyable. C'était un homme qui avait un goût d'avance, qui a été extraordinaire. Et c'est vrai qu'ici, petit à petit, depuis quand j'ai été élu maire dans cette ville en 95, c'était une ruine.
Et on a décidé en 30 ans de tout restaurer. Mon successeur continue. Bref, c'est un peu notre bébé ici. Alors, ici, il y a un lien direct, Nicolas, avec la peinture, puisqu'on a un papier peint Zuber, qui est quand même absolument magnifique, magnifique, magnifique. Et oui, extrêmement rare. Et je voudrais que tu nous en parles un peu. Bah, tout simplement, c'est curieux. Pourquoi on entre dans une salle à manger? Oui, déjà, c'est vrai Déjà, que c'est ça et la qui est cuisine, surprenant. ouais. Avec la cuisine, la salle à manger, à une époque où c'était pas Ça fréquent. ne se Parce fait pas. que Pierre-Frédéric Borel invite ici ses amis. Il y a des concours de cuisine à Paris. Il a édité des manuels de cuisine. Il vient montrer ici ce qu'il fait de mieux en cuisine. Et c'est renommé de partout puisqu'il invite ses amis dans son jardin secret. Et donc, la salle à manger, il a privilégié avec les papiers peints Zuber qu'on a reconstitués. Tout a été Oui, parce reconstitué à qu'il l'identique. n'y était pas. Moi, j'ai connu. Ici, il n'y avait plus rien. Oui, Tout était cassé. oui. On voyait juste la charpente et des pierres tombées. Donc, on a tout reconstitué. C'est ma femme qui a coordonné tous les travaux et qui a tout reconstitué avec, bien sûr, des conseillers, avec etc., mais qui a porté le projet. Et vous voyez exactement la salle à manger telle qu'elle était, avec du mobilier prêté pour 30 ans par le Mobilier National, avec qui on a négocié, je les remercie. Et puis, tout a été fait par des artisans d'art français pour reconstituer cette ambiance. Nicolas, vous avez dit que c'est le salon des dames. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Je vois déjà quelque Un nécessaire à couture, ben, en vérité, à l'époque, après le repas, les hommes se séparaient des femmes. Donc ici, vous avez le salon des dames qu'on a reconstitué exactement à l'identique. Et puis après, le billard, où les messieurs allaient parler entre eux. Et ce qui est intéressant ici, c'est ce papier peint, parce que vous voyez bien ce culte de l'antique. Toute cette maison, c'est le passage d'un domaine classique français à une maison à l'italienne, à une évocation, une fascination de l'antique. Et donc, vous retrouvez ça ici, vous l'avez vu sur le papier Zuber. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette maison a été créée, fondée, décorée par Pierre-Frédéric Borel, et puis ensuite la veuve Biennet, et après, les Caillebotte se sont installés là, ils n'ont rien changé. Il faut imaginer Gustave Caillebotte, qui a 12 ans, qui vient là, et en fait, c'est une famille très bourgeoise, très conventionnelle. Et il va la peindre de manière très différente. Et lui, il s'évade. Lui, il s'évade dans le jardin avec son chevalet et il commence à peindre très jeune. Alors, Nicolas, finalement, ici, nous sommes en train de reconstituer, nous sommes dans le cadre, comme disaient les techniciens, nous sommes à proprement parler dans le cadre, puisqu'on reconstitue un tableau, en quelque sorte, de Caillebotte. Il n'y a que 2 tableaux qui ont été peints dans la maison. Oui, Celui de la salle de billard, oui, et puis celui du salon de Zoé, une que je trouve petite c'est magnifique. cousine de Caillebotte. Alors, ici, nous sommes dans la petite salle de jeu pour enfants, c'est magnifique. Et C'est de ma musique. pièce préférée. Oui, je comprends. C'est le salon de Zoé, je crois que c'est une petite cousine de Caillebotte. Ouais. Et c'est son salon de musique, son petit secrétaire. Et nous avons retrouvé exactement les tissus qui étaient sur le tableau, que Ouais. ma femme a cherché pendant des mois. Et elle a trouvé le fabricant. Et c'est des tissus extraordinaires que Valérie a pu faire mettre. Très, très Et joli. vous retrouvez là une ambiance très Oui. particulière qu'il y a Ouais. qu'il y a dans le tableau. Alors, ici, nous sommes, Nicolas, dans l'espace réservé complètement où on présente la vie de Gustave Caillebotte et toutes ses compétences, j'allais dire, tous ses talents. Tout son génie. Oui, son génie, C'est absolument. une salle pédagogique que Oui. nous avons faite pour montrer qui était l'homme qui est mort très jeune, 45 ans. Et il faut se souvenir de ça. Et ici, vous avez bien sûr le peintre, avec les peintures emblématiques de cette propriété, de cette maison, qui sont les fameuses périssoires. Et d'ailleurs, Vincent, vous avez reproduit un Tout à certain fait. nombre de, On a eu la pratiquement chance tous. de reproduire un certain nombre de tableaux des actuels propriétaires de l'Aigle, tout à fait, d'après les origines. Et donc là, vous voyez ces tableaux qu'on a exposés en 2014, puisqu'on a fait une grande exposition Caillebotte ici, des tableaux qui sont aux États-Unis pour la plupart, ou dans la famille. Et c'est ce génie de la perspective, et du mouvement, de la photographie avant la photographie. Avant la photographie. Ouais. C'est-à-dire qu'il a un œil photographique avant que la photographie soit inventée, et il le montre, il le révèle là-dedans. Nicolas, ça c'est atelier des peintres. Qu'est-ce que vous pouvez raconter? Oh bah, d'abord, c'est son père, rue de Mireménil à Paris où ils habitaient, et ici, Martial Père a construit un atelier pour son fils. Par exemple, ici, c'est l'entrée de la maison que vous retrouvez. Alors là, le grand peintre, copieur, peut nous expliquer Tout à fait. pourquoi c'est difficile de copier Caillebotte.
Alors, c'est difficile dans le sens où Caillebotte avait vraiment bien compris ce que j'évoquais tout à l'heure. Je vous parlais des petites gourmandises de lumière. Souvent, les peintres cherchent toujours à mettre de la matière, à donner un peu de corps à la lumière. C'est vraiment ce qui donne cet aspect impressionniste. Outre les couleurs, évidemment, traditionnellement, pour faire les ombres, on utilisait du brun. Les impressionnistes utilisent du bleu. Donc, les impressionnistes ont toujours des lumières, des ombres très colorées, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Une grande vibration évidemment dans la touche et surtout vraiment ce souci de donner vraiment de la matière à la lumière. Caillebotte le fait quasiment systématiquement, on le voit très bien ici, la lumière qui se trouve évidemment dans les reflets, sur la voile et à l'arrière-plan. Là où il y a de la lumière, il y a de la matière chez Caillebotte. Et c'est vraiment nous, ce qu'on va rechercher et ce qui fait l'intérêt de la réplique telle qu'on l'a produit, c'est qu'on va vraiment retrouver ce qui fait que ce tableau est vraiment beau, c'est les petits empattements aux bons endroits, généralement dans la lumière colorée. Nicolas, une citation laquelle vous a marqué, s'il vous plaît. Ah, une citation qui m'a marqué. Ouais, il y en a beaucoup, mais en fait, ma citation préférée, Oui, mon porte-bonheur, c'est une citation de René Char. ah, tiens. C'est impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habituent. On va commencer nos 10 questions. Les 10 questionnements Les 10 questions, devant cet arbre. Oui, énorme. La première Oui. question, justement, qui échappe normalement à ces 10 questionnements. Voilà. Parle-nous de ce platane. Ah, écoute, Magnifique. c'est un des plus bels arbres de la maison, de la propriété, avec le grand cèdre qui est à l'entrée. Il est fascinant, il est courbé comme sous le poids de l'histoire. Et on l'a protégé en interdisant de marcher sur ses racines pour pas l'abîmer. Exceptionnellement, nous sommes là, mais au bord. Et voilà, moi j'aime, c'est magique. Il est magique. On dirait un vieil éléphant fatigué. Ah, c'est joli ça. Et notre première question, c'est votre artiste préféré. Ah bah c'est Caillebotte, non. Ici, je suis obligé de dire c'est Caillebotte. Sinon, Mais alors une deuxième sinon, réponse. Michel-Ange. Oh, d'accord, rien que ça. Sans hésiter un seul instant. Quel bruit vous aimez? Ici, je peux deviner. Ah non, pas ici. Le bruit que j'aime, c'est le bruit de la mer, Et alors le bruit que tu n'aimes pas? le bruit des motos que j'essaye de saisir ailleurs quand j'étais maire, où j'avais saisi les motos bruyantes Ouais. et je les confisquais au grand désespoir du préfet qui était furieux. Un artiste avec qui vous souhaitez dîner. Avec qui tu aurais aimé dîner? Ah bah Caillebotte parce que je le connais pas assez. Quel est le personnage que tu aurais aimé voir figurer sur un billet de banque? De Gaulle, sur un franc. Je ne peux rien dire après ça. Votre œuvre préférée. Une œuvre de l'œuvre. N'importe, d'une façon générale. Ça peut être un tableau, ça peut être une sculpture, ça peut être un Il y château. en a tellement, mais la Pietà de Michel-Ange. Ah oui, c'est vrai. Parce que ce corps du Christ qui s'abandonne, Extraordinaire. pourquoi j'aime Michel-Ange à un point que vous ne pouvez pas imaginer, c'est parce que il arrive dans le marbre à retracer le poids de l'être, le poids du corps du Christ dans les bras de la Vierge. Il a 20 ans, ou il est très jeune quand il fait ça. Quel est le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Alors, comme je suis encore un peu politicien et que je ne veux pas vexer de futurs électeurs, je n'ai pas de réponse. En tout cas, je sais qu'il y a certains métiers que je n'aurais pas su faire. Ça, c'est autre chose. Et, Justine? les métiers répétitifs, parce que je pense c'est les métiers les plus difficiles. Voilà. Mais après, je n'ai pas d'idée Un métier particulière. d'artiste, tu aurais pu? J'aurais rêvé oui, d'être un artiste, oui, bien sûr. Et ça me permet d'enchaîner le métier, Natalia, Qui vous aime bien. que tu aurais aimé faire. Architecte. J'ai beaucoup Architecte. hésité quand j'étais jeune. Je rêvais d'être architecte. J'ai hésité entre la politique et l'architecture. Heureusement, comme maire, j'ai pu construire quelques bâtiments, ou du moins contrôler les promoteurs et les embêter. Mais l'architecture, oui, c'est un métier que j'aurais adoré faire. Votre gourmandise préférée. Je vais vous surprendre, c'est la cerise. Sourire. Oui, je me gave de cerises. Et alors, c'est pas une gourmandise au sens qu'il n'y a pas, c'est un produit Pas de naturel. préparation. Il n'y a pas de préparation. Sinon, après, je pourrais vous dire les profiteroles. Ah. Les bonnes profiteroles. Bon, et pour terminer, Nicolas, ta plus belle folie. Me présenter aux élections municipales hier, en 95, quand j'étais un tout jeune homme,
et que tout le monde me disait que je n'aurais aucune chance de gagner. Et renverser Et- une municipalité qui était bien installée. Oui, qui avait ruiné la ville. Enfin, c'est pas eux qui avaient ruiné d'ailleurs. Mais bon, bref, ça c'était la plus grande folie parce que tout le monde me déconseillait de le faire et c'est là où j'étais le plus heureux. Natalia, j'ai souhaité que nous terminions l'émission ici, puisqu'ici c'est une exposition de photographie. La photographie, la peinture, il y a un lien que nous avons vu à la fois avec la famille Caillebotte, photographe et peintre, les deux frères, et puis également Vincent qui utilise la photographie pour reproduire avec une grande fidélité les tableaux, des tableaux de maîtres de l'art français, de la peinture française. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué finalement? Est-ce que cette sensibilité, cette façon de peindre, qu'est-ce qui t'a marqué le plus finalement chez Vincent et après chez Nicolas? Un grand talent. Un grand talent? Oui. C'est magnifique. C'est incroyable comment on peut faire le copie Ouais. D'un tableau, on a l'impression que c'est réel. Ouais. Oui, On a l'impression que c'est l'original. Ouais, ça, c'est impressionnant. Et ce qui est amusant, je t'ai vu utiliser une loupe à un moment pour regarder les petits détails. Malheureusement, je ne peux pas savoir. Mais ouais, on voit déjà, oui, le coup de pinceau, c'est vraiment très beau. Très joli. Et finalement, qu'est-ce que tu as aimé dans cette maison Caillebotte, dans cette visite de la maison Caillebotte? Bien sûr, c'est quel travail Nicolas elle a fait ici. Oui. C'est vraiment un grand travail. Et bien sûr, j'ai envie de donner un grand conseil, venir ici avec les enfants, parce que vraiment, on peut profiter de différentes choses. C'est comme la maison Caillebotte, le jardin, cette exposition, laquelle change chacun. Et aussi, il y a potager et aussi il y a petit espace où les parents ils peuvent profiter avec les enfants et faire le pique-nique. Et ma chère Natalia, nous n'avons pas tout vu. Il y a encore une glacière, une chapelle, etc. Allez, viens, on continue.